Alors, je vais vous présenter donc effectivement les programmes de premier cycle en relations industrielles. Je vais d'abord démarrer par quelques petites questions qui me semblent essentielles aujourd'hui pour un peu justifier pourquoi on parlerait des relations industrielles. Les relations industrielles, c'est un champ d'études sur le travail et l'emploi de manière générale, et donc on s'intéresse à deux grandes activités. L'une est économique, l'autre est typiquement humaine, qui sont le travail et l'emploi. Alors, qu'est-ce que le travail? C'est une question que je vous pose. Quel est son futur? C'est une autre question que je vous pose. Qu'est-ce que l'emploi et quel est son futur? Voilà les questions qui traversent largement le domaine des relations industrielles et qui, aujourd'hui, en temps de pandémie, évidemment, émerge encore plus fort et en tout cas sur laquelle a mis l'accent. Qu'est-ce que le travail? On dira tout simplement que le travail, c'est une activité qui est faite par un individu ou un ensemble d'individus dans le but tout simplement de créer une valeur d'échange ou une valeur économique. Quel est son futur? Ça, c'est une excellente question. Il mute tant en termes de réalité, d'activité. On parle par exemple aujourd'hui du télétravail en masse. Le travail, son horaire, il n'est plus aussi simple et aussi évident qu'avant. On n'est plus dans une réflexion où le travail était une activité qui se déroulait entre 9 heures et 16 heures ou entre 8 heures et 17 heures, peu importe. Mais le travail aujourd'hui, il est partout. Il est indépendant de notre volonté, même quelque part. Si vous avez des téléphones portables ou quoi que ce soit, votre patron est susceptible de vous appeler le week-end. Puis quand vous réfléchissez à votre travail, aux problèmes que vous avez au travail en rentrant à la maison, vous êtes toujours en train de travailler puisque vous résolvez ces problèmes du travail à la maison aussi. Donc, la question de la frontière du travail devient un peu difficile. Qu'est-ce que c'est que l'emploi? L'emploi, c'est finalement la question de se dire on est employé, donc on est utilisé comme ressource pour faire du travail en ayant un retour, une rémunération. Donc en fait, généralement en relation industrielle, on dira que pour avoir un travail, il faut d'abord être en emploi. Alors l'emploi, quel est son futur? On avait le grand classique de l'emploi salarié d'une entreprise. Puis derrière l'emploi se situe un enjeu de rémunération, de sécurité sociale et ainsi de suite. Mais derrière ce type d'emploi, aujourd'hui, on voit apparaître des nouvelles formes d'emploi, de l'auto-emploi, du travailleur indépendant, qui sont beaucoup moins standardisées et moins repérables nécessairement, et qui se trouvent parfois de manière un peu surprenante. Je vais prendre un simple exemple. Il y a de l'emploi qui est non rémunéré et du travail qui est non rémunéré et du travail qui est non rémunéré mais qui crée énormément de valeur. Ça, on le sait, très peu rémunéré, mais il y a du travail qui n'est absolument pas rémunéré pour vous montrer comme quoi le travail et l'emploi ont des frontières très floues. Je prends toujours l'exemple de Facebook. Lorsque vous êtes sur Facebook en train d'utiliser l'interface des réseaux sociaux, en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de travailler pour Facebook, vu que Facebook collige vos données, collige votre comportement, qu'il va revendre pour avoir une belle valeur. Donc, en fait, vous travaillez pour eux, puisque vous leur donnez de l'information, vous leur donnez le temps que vous passez à cliquer, à jouer. C'est une forme de travail, on pourrait dire, mais qui n'est non rémunéré. Et donc, on peut s'interroger aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le travail profondément? De manière générale, on va se dire que le travail, c'est à peu près 2 tiers de notre vie. Donc, les frontières du travail et de l'emploi sont devenues vraiment floues. Le futur du travail et de l'emploi est totalement incertain. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, la révolution numérique, tout est en train de se métamorphoser, ce qui rend les choses un peu plus complexes. Et pourtant, une chose reste essentielle, c'est que la qualité du travail et de l'emploi est essentielle à l'épanouissement d'une société. Donc, une société en santé économiquement est aussi une société en santé mentale et une société avec une bonne santé physique. Et la qualité du travail et de l'emploi est au cœur même de l'épanouissement d'une société. Donc, il y a toujours et il y aura toujours la nécessité d'avoir des professionnels et des experts du travail et de l'emploi. C'est un peu la mission du département des relations industrielles dans ces programmes de bac et de maîtrise, c'est de former ces experts du travail et de l'emploi.
petit portrait rapide des relations industrielles en bref. Donc, comme je vous l'ai dit, les relations industrielles, le nom peut paraître un petit peu datant d'une autre époque, mais derrière le mot industrie, il faut comprendre le mot secteur d'activité, et derrière le mot relation, il faut comprendre les interactions entre les différentes parties prenantes qui participent à la régulation, aux règles du jeu, quelque part, du travail et de l'emploi. Alors, c'est donc un champ d'études du travail et de l'emploi et des institutions qui participent à sa régulation. Ce sont des études qui sont multidisciplinaires, dans lesquelles on retrouve un ensemble de disciplines fondamentales en sciences sociales, comme la psychologie, la sociologie, l'économie, l'ergonomie, les sciences politiques, euh, et le droit, évidemment, qui sont appliquées directement à l'étude du travail et de l'emploi. Ce sont des études où on apprend à comprendre ce qui se passe, on étudie le phénomène du travail et de l'emploi, mais c'est aussi des champs de pratique très spécifiques. Alors, parmi les champs de pratique que nous avons, nous formons à la gestion des ressources humaines, nous formons à la santé et sécurité du travail, nous formons à la relation du travail, aux relations du travail, et nous formons aux politiques publiques. Donc, en fait, grosso modo, c'est 4 champs d'expertise et de pratique qui sont étudiés au travers de disciplines différentes. Donc, ce sont des études qui vont à la fois former à différents champs de pratique, mais vont permettre aussi d'avoir un ensemble de connaissances en disciplinaire pour pouvoir étudier ces champs de pratique. Alors, si on va un peu reprendre un peu quels sont ces 4 grands champs de pratique, je vais démarrer dans l'ordre inverse de celui que je viens de vous présenter. On va démarrer par les politiques publiques du travail et de l'emploi. L'idée principale, c'est que forcément, quand on est un expert du travail et de l'emploi, on s'intéresse à toutes les politiques publiques de l'emploi qui sont mises en œuvre, qui visent à l'intégration en emploi, qui visent à la rémunération, qui visent aux conditions de travail, qui visent à des politiques d'immigration, par exemple aussi. Donc, on étudie aussi le marché du travail et le système d'emploi au Québec et au Canada de manière spécifique. Donc, comment le système du travail et le marché du travail fonctionnent au Québec et au Canada. Et finalement, la nature et la portée de ces politiques publiques de l'emploi, qu'est-ce qu'elles visent, qu'est-ce qu'elles touchent, quelle est leur incidence et quelle est aussi leur efficacité. Alors, par quelques exemples de politiques publiques qui sont étudiées, la question du salaire minimum. Faut-il un salaire minimum? N'en faut-il pas? Est-il suffisamment élevé? N'est-il pas suffisamment élevé? L'assurance emploi, l'aide sociale, les politiques d'immigration, sont-elles efficaces? Permettent-elles une intégration en emploi? La réduction du temps de travail, la flexibilité du travail, donc toutes ces questions qui sont déterminées, en fait, dont les réponses appartiennent quelque part aux législateurs et au gouvernement. On s'intéresse aux relations du travail, donc on s'intéresse finalement dans les rapports qui existent entre les représentants des employeurs et des travailleurs. Donc, dans les représentants des travailleurs, évidemment, on voit un grand paquet qui est les syndicats, mais on a aussi un ensemble d'acteurs qui représentent un ensemble de travailleurs qui ne sont pas nécessairement des syndicats, mais qui agissent comme tels, donc qui ont des capacités de revendication, des capacités de négociation. Quels sont les outils principaux derrière ces relations de travail? Il y a forcément le code du travail, le code civil, la Charte canadienne des droits et libertés, les lois sur les normes du travail, puis tout ce qu'on appelle les conventions collectives. Si vous êtes dans l'enseignement, vous le connaissez. Si vous êtes dans des milieux professionnels, vous les connaissez bien. Les pratiques sont évidemment essentiellement tournées autour de résolution de conflits, mais la notion de conflit doit être vue ici au sens relation industrielle, c'est-à-dire des conflits qui sont d'ordre de rapport collectif. Donc un groupe face à un autre groupe. Et donc on apprend dans nos cours comment on fait de la négociation, comment on négocie une convention collective, supposément que la convention collective est un outil qui permet d'atteindre une certaine paix sociale et une paix dans l'entreprise. La médiation, ce sont des stratégies pour résoudre des conflits en cours pendant la convention collective, où la convention collective ne reste qu'un texte dans lequel il y a des zones d'ombre, et donc il y a des problèmes qui doivent être réglés. On part par la médiation et la conciliation, l'arbitrage de grief,
La prévention des conflits aussi, on essaie de maintenir aussi une prévention parce que tout conflit de travail engendre des pertes de productivité, ne sont ni bons pour les travailleurs, ni bons pour les employeurs, et ni bons pour la société en général. Quelques statistiques qui existent au niveau du Québec, mais mine de rien, on pourrait croire que le syndicalisme, le syndicat, les milieux syndiqués sont plutôt rares, mais au Québec, on est parmi les exceptions en Amérique du Nord, où on a à peu près 39% de présence syndicale. Il y a à peu près 8640 conventions collectives existantes. On a plus d'un million, près d'un million 400 000 de personnes syndiquées actuellement, et on a en permanence environ une centaine de conflits de travail qui sont en cours au Québec. Donc c'est quand même un secteur d'activité, c'est quand même une représentation qui est quand même significative, plus que significative, et puis qui couvre surtout des gros secteurs, comme le secteur public, évidemment, mais aussi le secteur de la construction ou des secteurs industriels très, très élevés. Donc on a cette couverture syndicale qui est extrêmement importante et qui, évidemment, font partie du travail et de l'emploi. Et former des gens qui sont capables de comprendre les enjeux qui existent dans les relations du travail est évidemment essentiel actuellement au Québec. On a aussi, donc, comme troisième champ de pratique, on a la santé-sécurité au travail. Donc là, l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Les outils sont les cadres législatifs, mais aussi un ensemble de bonnes pratiques qui existent. Donc on éduque sur ces bonnes pratiques, on apprend les bonnes pratiques existantes. Euh, on apprend à identifier les risques à la santé, qu'elles soient mentales ou physiques, et à la sécurité industrielle, par exemple, sécurité physique, proprement parler, des bâtiments. Mettre en œuvre des programmes de prévention et de gestion des risques, euh, évidemment. Puis d'arriver aussi, nous avons au département de relations industrielles une filière ergonomique, donc un enjeu sur la conception et la manière de penser l'activité de travail qui permet à ce moment-là de déduire la meilleure manière de préparer les postes de travail, d'aménager les postes de travail. Bon, par exemple, en ce moment, sur le télétravail, il y a tout un enjeu d'ordre ergonomique parce que les gens ne sont pas équipés nécessairement à la maison pour travailler, mais sont toutes des problématiques que nous abordons dans nos cours. Quelques statistiques québécoises, 90 000 accidents de travail par année, environ 60 décès par année à cause des accidents de travail. 47% des travailleurs estiment que le travail est l'élément le plus stressant de leur vie. 30% des demandes d'invalidité touchent à la santé mentale. Et là, on est dans un grand flou. Il y a une loi qui est en préparation. On attend de voir ce qu'elle va donner. 13% des travailleurs trouvent que le climat de travail est généralement malsain. C'est quand même pas rien. Quatrième champ d'expertise et de pratique qu'on étudie et qu'on apprend en relations industrielles, c'est évidemment la gestion des ressources humaines, qui est bien connue et peut-être la plus connue de ces quatre champs. On apprend l'étude des pratiques de gestion de l'humain au travail, recrutement, sélection, dotation, rémunération, comment choisir une bonne rémunération pour un employé qu'on vient d'engager. On regarde ce qui se passe dans le secteur, on analyse, mais aussi quels sont les enjeux liés à cette rémunération, l'équité salariale, est-ce que tout le monde est rémunéré de la même manière, y a-t-il une justice au sein de l'entreprise, comment on fidélise les employés, comment on arrive à évaluer leur rendement, quelles sont les formations, comment on fait du développement organisationnel. Imaginez aujourd'hui un ensemble de gestionnaires se retrouvent à devoir coordonner des équipes à distance. Et sait-il comment faire? Donc il y a de la formation qui doit être faite. On va basculer vers du télétravail de manière massive après le retour à la pandémie, peut-être, peut-être pas. Mais si c'est le cas, comment on forme notre personnel à utiliser les outils adéquats? Euh, Quelle est la qualité de vie et le bien-être au travail? C'est un enjeu de gestion des ressources humaines qui est fondamental. S'assurer que les personnes se sentent bien au travail, qu'ils aient une bonne, que ce soit en adéquation avec leur qualité de vie. On réfléchit aussi à des mécanismes de conciliation travail-famille, par exemple. Alors, un petit chiffre quand même intéressant qui vient de sortir par Pierre Fortin, qui est un économiste du travail, qui a fait une analyse à peu près sur les demandes en emploi dans les 10 prochaines années, puis le secteur de la gestion des ressources humaines, les professionnels en gestion des ressources humaines, il en manquerait à peu près 25 000 pour les 10 prochaines années, sachant qu'au département des relations industrielles, on en sort entre 150 et 200 par année, qu'on est
Il y en a peut-être 400 qui sortent sur le marché du travail dans les départements de relations industrielles. Ça fait, ça fait, ça fait de l'emploi assuré pour tout le monde. Alors, le département des relations industrielles, très rapidement, pourquoi le département des relations industrielles de l'Université Laval? Ben, tout d'abord, c'est le premier département de relations industrielles fondé au Québec en 1943. Donc, c'est la première institution qui a eu des émules après par la suite au Québec, mais on est le premier. On est aussi le plus grand centre d'enseignement sur le travail et l'emploi en Amérique du Nord. On cumule à peu près 1300 étudiants en ce moment, répartis dans 8 programmes avec 29 professeurs, 3 chargés d'enseignement, 20 chargés de cours ou professeurs associés. Donc c'est quand même une unité qui est assez grosse et active, très réputée au niveau international. 2 centres de recherche qui sont internationaux, donc le centre de recherche international sur la mondialisation du travail et le centre de recherche sur les innovations sociales. Une chaire en partenariat qui est très spécifique sur la recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi. Une deuxième chaire qui va apparaître sous peu, c'est un scoop que je vous donne, une chaire sur l'étude sur la santé mentale au travail. Un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, qui est pour l'instant dirigé ici à l'Université Laval, au département des relations industrielles. Un institut d'éthique appliquée sur l'éthique, sur le professionnalisme. Donc, on est quand même assez actif. Alors, quels sont nos programmes? Si on regarde nos programmes, on a des programmes de premier cycle, baccalauréat en relations industrielles, qui est un programme qui dure environ 3 ans. Ça dépend évidemment de la vitesse à laquelle l'étudiant le suit, 90 crédits. Certificat en relations industrielles qui fait à peu près 30 crédits, qui dure environ, qui peut se faire en une année. Un certificat en gestion des ressources humaines en formation continue destiné à des professionnels en exercice, qui est environ de 30 crédits. Nous avons aussi des cycles supérieurs, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais on a des maîtrises en relations industrielles, des maîtrises avec mémoire, on a une maîtrise en ergonomie, on a 2 maîtrises en ergonomie au Québec, nous en avons une. Un micro-programme en créativité et leadership et évidemment un programme doctorat. Si on rentre sur le baccalauréat qui est, on pourrait dire, notre core business, c'est là où nous avons le plus d'étudiants, on est à peu près entre 650 et 700 étudiants par année. L'objectif, c'est de former, comme je vous l'ai déjà expliqué, des experts du travail et de l'emploi qui arrivent à maîtriser les 4 grands champs de pratique du travail et de l'emploi, la gestion des ressources humaines, les relations du travail, la santé et sécurité et les politiques publiques. C'est une formation qui se veut généraliste et pas spécialiste. Donc, on insiste beaucoup dans notre cursus pour que tout le monde touche à ces 4 aspects de pratique du travail et sortent de là avec une vision d'ensemble de toute la complexité du travail et de l'emploi, plutôt que de former quelqu'un qui est hyper spécialisé, par exemple en gestion des ressources humaines, mais qui n'a pas cette vision d'ensemble du travail. Pourquoi? Parce qu'on pense que le travail et l'emploi sont des sujets tellement complexes qu'il est important d'avoir un regard beaucoup plus grand sur la problématique pour pouvoir voir ces interactions. Les admissions se font à l'automne et à l'hiver. On a une cote minimale de 22. Nous n'avons pas de demande de méthode quantitative avancée. Et il y a un ensemble de passerelles que vous pouvez voir ici et pourrons détailler ça plus tard si vous le souhaitez. Différents profils d'études, c'est un peu classique à l'Université Laval. Quasiment chaque programme a différents profils d'études. On a un profil développement durable, distinction entrepreneuriale internationale et un profil recherche pour déjà ceux qui se sentent la fibre chercheur. On a un passage intégré bac maîtrise. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que de plus en plus, les employeurs sont à la recherche de personnes qui ont des diplômes de second cycle. Puis par ailleurs, avoir un diplôme de second cycle aussi permet d'avoir des perspectives de carrière plus vastes. Et cet enjeu est quand même important parce qu'un étudiant qui termine son bac va trouver de l'emploi assez facilement, mais s'il veut revenir aux études, ça va être plus compliqué pour lui par la suite. Alors, on essaie d'insuffler à nos étudiants de se dire, si vous avez encore un peu d'énergie pour faire vos études, poursuivez jusqu'à la maîtrise, allez chercher une maîtrise, c'est peut-être un an et demi, voire 2 ans si vous n'avez pas réussi à faire le passage intégré, mais ça peut être quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre, d'être plus épanoui dans votre carrière par la suite. On a des cours qui se donnent à l'été, donc nous donnons des cours aux 3 sessions.
Il y a évidemment des cours à distance en ce moment, un peu, un peu partout, mais de manière générale aussi, si jamais il y a un retour en présentiel, les cours à distance existent aussi de manière assez significative. On a des expériences pratiques, on a plusieurs simulations qui sont faites, bon, je reviendrai peut-être un peu plus tard, on a des stages, une implication étudiante qui peut être valorisée aussi, l'implication dans la communauté universitaire. La structure du programme, en fait, on a à peu près un 57 crédits de cours généralistes et multidisciplinaires qui vont donner un ensemble de bases pour ensuite aller vers des cours à option qui sont spécialisés ou transversaux, qui sont, eux, de 43 crédits. Alors, si on regarde quelques exemples de cours ou d'activités qui sont faites dans le domaine de la GRH, on a été le premier département à créer un cours sur l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des ressources humaines. C'est un enjeu majeur dans la gestion des ressources humaines qui arrive en ce moment, c'est l'utilisation d'outils basés sur des algorithmes dont on ne comprend pas nécessairement comment ils fonctionnent, qui sont parfois biaisés, parfois pas, mais ce sont des outils qu'on voit apparaître, donc il est important que nos futurs professionnels connaissent tous les enjeux derrière. Donc c'est un cours qui est assez pointu, mais qui est assez important. Puis évidemment, on a tous les cours traditionnels de dotation, rémunération, formation en entreprise, l'évaluation des emplois, l'équité salariale, des cours de gestion stratégique des ressources humaines, parce qu'on pense que le gestionnaire des ressources humaines, c'est un acteur stratégique dans l'entreprise et pas juste un exécutant qui ne fait que répondre aux objectifs que l'entreprise aurait déterminés. C'est quelqu'un qui participe à la construction de ces objectifs et à la stratégie de l'entreprise. En relation du travail, on a finalement un ensemble de cours comme négociation collective, convention collective, des cours de pratique syndicale. Finalement, quelles sont les stratégies que les syndicats mettent en œuvre aussi pour qu'on puisse les comprendre. Les relations industrielles comparées, on essaie aussi de voir comment les relations de travail existent dans d'autres pays, surtout qu'on est dans une internationalisation. Les grandes entreprises parfois plusieurs sites de production. Donc, c'est très bien aussi de connaître les principes de base des relations de travail dans les différents pays. Le système de relations de travail au Québec n'est pas du tout le même qu'en Europe ou aux États-Unis, même s'il y a des similitudes, il y a quand même aussi des différences qui sont assez significatives. Des cours d'arbitrage de griefs. Quand il y a des conflits de travail, il faut des arbitres. Puis notre diplôme forme à être arbitre de griefs aussi. Politique publique, quelques cours. On a un cours de technologie, automatisation et transformation du travail. Donc, comment finalement l'arrivée des technologies et de l'automatisation, de la robotisation vient transformer le travail et comment les législateurs, les politiques publiques s'ajustent à ces nouveaux modes de fonctionnement, quels sont l'impact sur l'emploi et quel est l'impact sur le travail et comment on régule ça pour pas qu'il y ait trop de pertes d'emploi, entre autres, par exemple. Gestion de la diversité de la main-d'œuvre, quelles sont les politiques publiques d'intégration qui sont mises en œuvre pour intégrer des personnes en situation de handicap, des personnes immigrantes, des personnes de diversité de genre, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'analyser les implications sur le marché de la main-d'œuvre. Voilà, bon, je vous laisse lire la suite. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Santé, sécurité au travail. Évidemment, on a les grands cours de santé, sécurité du travail qui brossent un peu tous les enjeux, mais aussi des cours plus spécifiques sur les risques psychosociaux, par exemple, au travail, la santé mentale au travail, d'ergonomie. Donc là, on a vraiment une innovation, quelque chose d'assez important, c'est l'ergonomie dans notre département et dans nos programmes. Les risques à la santé, les mesures préventives qui existent. Et puis si on regarde dans nos activités qui sont un peu plus transversales, outre les stages et d'intégration qui peuvent exister, on a des cours d'intégration des connaissances, qui sont des cours basés sur des études de cas très pointues, où on amène les étudiants à réfléchir à tout le bagage qu'ils ont accumulé pendant leur cursus. On a aussi un simulateur de gestion en relations industrielles, qui est un simulateur informatique qui a été développé, qui est unique en Amérique du Nord, qui est développé chez nous en collaboration avec une université au Japon, une université et 2 universités en Belgique. On travaille à créer un simulateur qui permet de simuler les décisions de gestion et leur impact sur le travail dans l'entreprise. On simule des grèves, on simule. Donc c'est un outil qui est très novateur et qui est très
pertinent parce qu'il permet d'éclairer un peu toutes les pratiques de gestion et l'impact de ces pratiques de gestion sur les relations de travail, sur la gestion des ressources humaines, sur la santé et sécurité au travail. Donc, d'amener les étudiants à réfléchir et à se rendre compte c'est quoi être gestionnaire d'entreprise et les contraintes qu'ils ont. Les rapports collectifs, on a tout un jeu de simulation de négociation collective qui est aussi développé de notre côté. On a un concours en relations industrielles. Il y a plusieurs départements de relations industrielles au Québec et on fait un concours chaque année entre ces différents départements où on prend les meilleurs étudiants pour faire des concours de négo, des concours de problèmes de gestion des ressources humaines, à chaque fois sur les 4 grands champs d'activité. Puis on a créé aussi, on est le premier département au Québec à avoir créé un cours spécifique et unique sur le télétravail. On a été copié depuis, ça a été vite, mais c'est souvent c'est le thème du moment, mais c'est un cours qui a été créé en mai dernier, en pleine pandémie, où on voit vraiment tous les enjeux qui peuvent y avoir sur le télétravail et toutes les implications que ça a parce que ça devient un phénomène essentiel. Donc, c'est un cours qui est devenu essentiel dans notre cursus. Au niveau des débouchés professionnels, ben, on peut devenir conseiller en gestion des ressources humaines, conseiller en prévention, en réadaptation ou en dotation de personnel, conseiller en relation du travail, en agent, en équité, en matière d'emploi, inspecteur en santé et sécurité au travail, évidemment directeur des ressources humaines, négociateur patronal ou syndical. On peut devenir gestionnaire parce qu'on a des bases de gestion qui sont importantes, mais on est surtout très fort sur la gestion de l'humain, évidemment. Ça, ce sont que quelques exemples, mais c'est un diplôme qui est tellement large, qui ouvre tellement de portes qu'une personne peut cheminer dans une carrière assez facilement, donc, par son côté disciplinaire et généraliste. Dans nos cours de premier cycle, mais très rapidement, on a un certificat en relations industrielles. Donc ça, c'est idéal pour les personnes qui soit ont déjà une formation de premier cycle existante, je ne sais pas, par exemple, un baccalauréat en génie industriel, puis voudraient aller chercher un peu plus d'informations sur les relations de travail, sur les relations industrielles dans son secteur. Il pourrait suivre un programme de 30 crédits sans problème, ou ça peut être idéal pour quelqu'un qui fait un bac multidisciplinaire, donc qui ne veut pas juste se focaliser sur une discipline, mais qui veut explorer plusieurs disciplines, donc il pourrait faire par cumul de certificats. Ou c'est aussi idéal pour une personne qui est à la recherche d'une formation complémentaire en relations industrielles, ou pour une personne qui ne sait pas si ça va lui plaire de s'engager sur 3 ans. Ça lui permet d'explorer le bac parce qu'il y a des cours qui sont identiques avec le baccalauréat. Puis ça peut être une bonne entrée aussi pour entrer au baccalauréat en relations industrielles par la suite. On a aussi un certificat en gestion des ressources humaines plus spécifique qui, lui, est destiné en formation continue, qui peut être suivi à temps plein ou à temps partiel, en ligne ou en classe. Là, en ce moment, c'est tout en ligne. Qui est un certificat qui est destiné à des professionnels en exercice. Donc, il faut au moins une année d'expérience. C'est idéal à nouveau pour compléter une formation de premier cycle existante et aller chercher un complément en gestion des ressources humaines. C'est idéal aussi pour le bac multidisciplinaire et pour la personne à la recherche d'une formation spécifique dans le domaine des gestions des ressources humaines. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère avoir brossé rapidement le portrait de notre département et de nos programmes. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à suivre bacverlefutur.ca. C'est notre campagne de promotion et de recrutement du baccalauréat qui a été lancée la semaine dernière. Vous y verrez un petit peu, vous pourrez au départ de cette page en savoir beaucoup plus sur nos programmes. Merci à vous. Voilà, il y a quelques questions qui sont déjà arrivées. Alors, je vais les lire à voix haute pour que Sylvain puisse répondre aux bénéfices de tout le monde. Ce sont les ressources humaines, les RH, qui m'intéressent le plus. Et j'hésite entre le bac en relations industrielles et le bac en administration, option gestion des ressources humaines. Que me conseillez-vous? À votre avis? euh, Le bac en administration des affaires, option ressources humaines, c'est un bac en administration des affaires qui a une mineure en ressources humaines avec quelques cours en ressources humaines qui vise finalement à regarder les personnes, à informer et à
donner un aperçu des enjeux de ressources humaines. Mais ce n'est pas un baccalauréat qui couvre tous les enjeux du travail et de l'emploi et toute l'expertise qui est demandée pour exercer ce métier de gestion des ressources humaines. D'ailleurs, si vous allez voir les conseillers à la faculté des sciences et de l'administration, si vous dites je veux faire de la gestion des ressources humaines, ils vont vous dire de venir en relations industrielles dès le départ. Ça reste un bac en administration des affaires de l'autre à la faculté des sciences et de l'administration. Donc notre bac est beaucoup plus généraliste, touche à tous les enjeux du travail et de l'emploi. Entre autres, on a des cours de droit du travail, ce qui est quelque chose de fondamental pour faire de la gestion des ressources humaines si on ne connaît pas les législations en vigueur, et ce qui n'est pas le cas du côté du baccalauréat en administration des affaires. Mais en suivant ce baccalauréat en administration des affaires, vous pouvez comprendre ce que fait un gestionnaire des ressources humaines sans en avoir l'expertise ni la capacité de le faire. Merci de la distinction. Une autre question, est-ce que le diplôme du baccalauréat donne accès à un ordre professionnel? Alors, en fait, non. Il donne accès à 2 ordres professionnels. Donc, on a le baccalauréat, il y a l'ordre des conseillers en ressources humaines et relations industrielles agrégées, donc le CRHA, pour lequel c'est inscrit dans la loi. 4 diplômes donnent un accès direct. Donc, les 4 diplômes sont les 3 diplômes de relations industrielles au Québec, plus le diplôme en ressources humaines de l'ESG UQAM. Pourquoi? Parce qu'à l'ESG UQAM, ils ont une grande composante relations de travail à l'intérieur de leur programme. Donc, on a un accès direct, à la différence justement, par exemple, de baccalauréat en administration des affaires, où il doit faire ce qu'ils appellent un parcours d'agrément avec un examen d'entrée pour pouvoir être intégré. Alors, nous, c'est un accès direct. Dès que la personne est diplômée, elle a un accès directement à cet ordre, qui est l'ordre un peu spécialisé en ressources humaines et en relations industrielles. Il y a un autre ordre professionnel auquel on a accès directement aussi, c'est l'ordre des administrateurs, qui, lui, est aussi en accès direct pour nos diplômes de bac et de maîtrise. Chose importante, c'est qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'ordre pour exercer la profession. Donc, il n'y a pas d'actes réservés, ce qu'on appelle les actes réservés dans les ordres professionnels, comme en médecine, par exemple, où il faut être membre de l'ordre des médecins pour pouvoir pratiquer la médecine. Il ne faut pas être membre de l'ordre d'aucun ordre pour exercer une profession de gestionnaire des ressources humaines ou de la relation de travail. D'ailleurs, très peu des diplômés s'affilient à l'ordre in fine, parce qu'ils n'y retrouvent peut-être pas nécessairement leur compte. Mais par contre, c'est un groupement de professionnels qui peut vous apporter des réseaux, de la formation continue, et ainsi de suite, et qui contribue évidemment à la protection du public. Et cet ordre est directement accessible. Enfin, ces 2 ordres sont directement accessibles pour nos diplômés. Et la maîtrise en relations industrielles donne également accès à l'ordre, hein, je crois. Oui, oui. Une autre question, j'aimerais savoir de quelle façon allons-nous pratiquer la portion résolution de conflits et arbitrage et griefs durant le programme? Alors, arbitrage des griefs, on a un cours qui existe, arbitrage des griefs, qui se donne chaque année, qui est basé sur l'analyse d'études de cas et sur comment on prend des décisions sur des griefs qui existent. Évidemment, on ne va pas amener les étudiants à faire eux-mêmes de l'arbitrage de griefs sur des cas réels pour des raisons de confidentialité, évidemment. Donc, on les forme aux pratiques en arbitrage de griefs. Alors évidemment, par la suite, s'ils veulent devenir arbitre de griefs, il va falloir qu'ils travaillent avec peut-être des spécialistes de ces questions-là, qu'ils intègrent des cabinets spécialisés, qui puissent suivre une formation plus précise à ce niveau-là. L'autre aspect de la question, je m'excuse, je suis resté sur arbitrage des griefs. L'autre aspect, c'était… Résolution de conflits et arbitrage et griefs. Alors, résolution de conflits, attention, quand on entend résolution de conflits au sens des relations industrielles, donc c'est bien les rapports collectifs de travail. Donc, l'arbitrage de griefs est une manière de résoudre un conflit, mais on a la pratique de la négociation collective qui se met en œuvre. Et là, on a toute une simulation sur la négociation collective qui existe. Évidemment, on forme sur les méthodes de négociation et de résolution de conflits, et de méthodes alternatives de résolution de conflits aussi. On forme sur ces méthodes, on les met en œuvre via des simulations, mais une fois de plus,
on ne peut pas amener quelqu'un sur une table de négociation, un étudiant directement là, de cette manière-là. En revanche, on a la possibilité de faire des stages d'insertion dans des milieux de pratique. Et donc là, on travaille avec plusieurs institutions, dont des institutions syndicales, entre autres, et des employeurs qui permettent d'intégrer, d'avoir un aperçu concret. Mais ce sont des pratiques qui demandent une expertise de terrain dans tous les sens. Ce n'est pas avec un baccalauréat, quel qu'il soit, qu'on devient un expert à 100% de quelque chose d'extrêmement pointu. Mais on a toutes les bases pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et rapidement devenir opérationnel. Merci. J'ai une question ici au niveau de l'admission. Je peux compléter au besoin. Si ma cote R est inférieure à 22, est-ce qu'il y a des cours supplémentaires à faire ou je suis carrément refusée? Il y a des possibilités d'entrer en prenant des cours, soit en élève libre ou aussi en s'inscrivant dans d'autres programmes dont le certificat, je pense, qui permettrait. Mais Annie, je te laisse compléter plus en détail ces questions-là. Oui, Je m'excuse, ce n'est pas moi qui gère les admissions, mais c'est possible, c'est certainement possible. c'est assurément possible. C'est que nous allons vous convier à réaliser au plus 12 crédits, donc 4 cours en première session, où vous devrez évidemment réussir ces cours. Et si à l'obtention de la réussite des cours en question, vous pourrez poursuivre dans le programme de relations industrielles. Voilà, vous êtes ce qu'on appelle en scolarité probatoire. Donc, Oui. vous entrez avec, on vous donne une chance de le faire, et puis cette chance peut être renouvelée si on voit une évolution quand même positive, donc on vous accompagne. Puis, on a des programmes de tutorat aussi qui permettent d'accompagner les étudiants et dans leurs méthodes de travail qui sont organisées. Donc, on essaie de mettre tout en œuvre pour permettre aux étudiants qui peut-être n'avaient pas les cotères suffisantes pour rentrer, d'essayer de pouvoir intégrer le programme par la suite. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'on a une cotère de 35 qu'on réussit bien dans le programme. Tout à fait vrai. Une autre question par rapport au cheminement, peut-être un petit peu plus précise. J'ai une autre question par rapport au profil distinction, recherche entrepreneuriale. Quand est-ce que nous devons faire le choix de ce profil? J'oserais tout de suite avancer, tu pourras compléter, Sylvain. C'est en fait, chaque profil a ses propres exigences d'admissibilité et son propre cheminement, notamment au profil distinction. L'étudiant doit faire ce choix aux 2 tiers de sa formation. Et ce que je pourrais faire, la question est de Rose Laurie-Gingras, c'est que je pourrais vous envoyer le lien, bien, ce que je fais à l'instant, et vous aurez l'ensemble des profils avec les critères d'admissibilité. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Sylvain. Non, c'est ça. Chaque profil a ses propres critères et c'est en fonction de l'avancement dans le cursus. Autre question. On nous pose la question, est-ce que les autobus sont loin de l'école? Non, juste en face, il y a alors les cours à l'Université Laval se déroulent essentiellement dans le pavillon, pour le département des relations industrielles, se déroulent essentiellement dans le pavillon de Coninck et dans le pavillon de Sèvres, qui sont accessibles directement à côté du PEPS via la ligne de bus qui s'arrête chemin Sainte-Foy, mais il y a aussi une gare de bus propre à l'Université Laval qui se trouve à peut-être 150 mètres à pied du pavillon qui arrive directement. On est extrêmement accessible. Et là, pour l'instant, la question ne se pose pas. Hein, mais oui, quand on reviendra en présentiel, je vous assure que vous pourrez accéder par tous les moyens possibles. Est-ce qu'il y aurait un programme spécifique pour la gestion de la qualité qui peut inclure la SST et l'ergonomie? Alors, il n'y a pas de programme de baccalauréat spécifique sur ces questions-là. En revanche, il y a des programmes de maîtrise qui sont spécialisés en SST ou en ergonomie. Nous avons un programme de maîtrise en ergonomie. Donc, d'ailleurs, si vous avez le baccalauréat en relations industrielles, vous pouvez y accéder directement. Il y a une maîtrise en administration des affaires majeures, santé, sécurité du travail qui existe aussi en faculté des sciences d'administration. Donc, il n'y a pas de programme spécifique pour ces questions-là, mais il y a des programmes de cycle supérieur qui existent.
Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. Alors, merci beaucoup, Sylvain. C'est à Et vous. peut-être souhaitez-vous dire un mot de la fin? On voit qu'il y a une belle affiche derrière vous, là, Bac vers le futur, là. Qu'est-ce que ça signifie au juste? C'est notre concept parce qu'on est convaincu que nos études sont des études qui s'interrogent sur ce que le futur va devenir et préparent au futur du travail et de l'emploi sans aucun problème. Et puis, on va en avoir besoin d'experts du travail et de l'emploi. Les mutations qui se vivent en ce moment sont assez folles et incroyables. Donc, on s'interroge sérieusement sur, sur comment on va réguler tout ça. Donc, l'expertise va être en demande, très certainement en demande dans les prochaines années.